Avec la réussite d'Artemis II désormais derrière elle, la NASA aborde la prochaine phase de son retour sur la Lune avec un élan considérable. Mais cet élan laisse une question suspendue, au-dessus de tout le programme. Une question que beaucoup de gens se posent sans oser formuler à voix haute. Et maintenant, qu'est-ce qui vient après? La réponse est compliquée, bien plus compliquée qu'on ne l'imagine de l'extérieur, et elle implique l'une des plus grandes compétitions industrielles jamais organisées entre deux titans américains. Artemis III va pousser la NASA jusqu'aux limites absolues de ce qu'elle est capable d'accomplir, parce que sa place de leader mondial de l'exploration spatiale n'est plus garantie. La concurrence avance vite, très vite, et le temps joue contre l'agence. Cela signifie qu'il y a une quantité colossale de travail à accomplir dans un intervalle étonnamment court. Dès que la fumée s'est dissipée au-dessus de la tour de lancement d'Artemis II, la NASA a commencé à évaluer l'état de sa tour mobile. Cette structure avait été renforcée, consolidée, carrément blindée, à la suite des dégâts considérables subis lors d'Artemis I. L'intention était simple mais ambitieuse. Réduire drastiquement les délais entre deux lancements du lanceur SLS. Toutes les pièces critiques nécessaires pour Artemis III sont déjà terminées. Les boosters, l'étage supérieur, le vaisseau Orion. Tout est là. Il ne reste plus qu'à assembler l'ensemble, à empiler les morceaux, à procéder à l'intégration finale. Et la NASA ne perd pas une minute. Les équipes travaillent en rotation serrée parce que chaque jour gagné dans l'assemblage est un jour gagné sur la concurrence. Mais il existe une complication supplémentaire dans cette nouvelle phase, et cette complication échappe en grande partie au contrôle de la NASA. Pour réaliser Artemis III, l'agence a besoin de bien plus que du lanceur SLS et du vaisseau Orion. Elle a besoin d'un atterrisseur lunaire. Et c'est à partir de là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que c'est à ce carrefour précis que la NASA a choisi de ne pas tout construire elle-même. Elle a préféré externaliser, mettre en compétition, jouer la carte de l'initiative privée. Une décision qui, vue avec le recul, était sans doute courageuse et pragmatique, mais qui aujourd'hui place l'agence dans une position d'attente inconfortable. En 2021, SpaceX a décroché un contrat de la NASA pour transformer son étage supérieur Starship en un système d'atterrissage habité destiné à Artemis III. Il faut bien comprendre ce que cela représentait à l'époque. Le Starship, à ce moment-là, ressemblait à ceci. Un prototype très précoce qui s'élevait de quelques kilomètres dans le ciel, puis retombait et tentait d'atterrir. La plupart du temps, il explosait. Des morceaux de métal dispersés dans le désert texan, des panaches de fumée, des flammes, des débris fumants. Ce n'était pas rassurant. Après un seul atterrissage réussi, SpaceX est passé à la configuration suivante. Le Starship Super Heavy. Un prototype nettement plus imposant et légèrement plus mature, mais toujours un prototype. Au cours des 3 dernières années, nous avons vu des itérations successives de ce design effectuer une variété de vols d'essai qui envoyaient l'étage supérieur sur une trajectoire suborbitale. Les résultats étaient généralement binaires. Soit le vaisseau échouait et redescendait en petits morceaux dans l'océan, soit il réussissait et se posait sur les eaux de l'océan Indien. Globalement, il y a eu plus d'échecs que d'atterrissages. Mais il est indéniable qu'une quantité délirante de progrès a été accomplie. Starship se rapproche un peu plus, à chaque tentative, du statut de système de vol fonctionnel. C'est fascinant à observer,
même pour les plus sceptiques. Mais il y a un problème ici, un problème qu'il serait malhonnête d'ignorer. Bien que le programme soit authentiquement extraordinaire et sans précédent à presque tous les niveaux, les progrès dans le développement de Starship, en tant que véhicule fiable, capable de se poser en toute sécurité sur la Lune, ont été plus lents que ce qu'Elon Musk avait initialement promis. Avec le recul, cela aurait peut-être dû être prévu. C'est un peu sa signature, après tout. Des dates ambitieuses, des promesses audacieuses, puis des décalages. Plusieurs décalages. Des décalages qui deviennent des années. Alors, en mai 2023, quelques jours seulement après le premier décollage de Starship Super Heavy, qui avait tenté d'atteindre l'espace extra-atmosphérique, mais avait perdu le contrôle et explosé en chemin, la NASA a attribué un second contrat d'atterrissage lunaire. Cette fois, le bénéficiaire était Blue Origin. L'entreprise de Jeff Bezos, qui à l'époque était surtout célèbre pour envoyer des milliardaires à la limite de l'espace pendant une poignée de minutes. Une image un peu légère, un peu touristique, pour une compagnie qui cherchait à se faire prendre au sérieux. Mais tout comme SpaceX, Blue Origin avait de grandes ambitions qui impliquaient leur propre lanceur lourd, le New Glenn, ainsi qu'un véhicule d'atterrissage baptisé Blue Moon. Et c'est ici que cela devient une véritable bataille des titans. Parce qu'en janvier 2025, Blue Origin a effectivement rattrapé SpaceX en lançant New Glenn pour la première fois. Ce fut un vol d'essai majoritairement réussi, pendant lequel le booster a fini par exploser en plein vol sur le trajet de retour. Un échec partiel donc, mais pas un désastre. Puis, en novembre 2025, ils ont testé New Glenn une deuxième fois. Et cette fois, tout a fonctionné exactement selon le plan. L'étage supérieur a déployé 2 satellites sur une trajectoire vers Mars, et le booster est redescendu pour un atterrissage en douceur sur une plateforme flottante au milieu de l'Atlantique. 2 essais, 2 chemins vers le succès. Et soudain, la course a changé de visage. Compte tenu de l'état actuel de cette course entre ces 2 entreprises, la NASA a pris une décision qui aurait été impensable il y a 2 ou 3 ans. L'un des 2 atterrisseurs, ou les 2, seront testés lors d'Artemis 3. Tout dépendra de qui parviendra à livrer dans les temps. Et ce temps, c'est 2027. 2 ans. 24 mois pour franchir une montagne technologique qui a historiquement nécessité une décennie complète lors du programme Apollo. Voici à quoi cela va ressembler concrètement. Artemis 3 commencera un peu comme ce que nous avons vu il y a quelques semaines, avec un nouvel équipage de 4 astronautes sanglés dans leur capsule, perchés au sommet d'un immense lanceur orange. Mais cette fois, leur destination ne sera pas la Lune. Cela ne signifie pas que poser des humains sur la Lune soit devenu moins urgent pour la NASA. Au contraire, ils n'ont jamais été aussi pressés. Mais cela signifie que le chemin qui mène à cet alunissage est devenu beaucoup plus clair, beaucoup plus nuancé et beaucoup plus prudent. Par exemple, l'ancien plan prévoyait de sauter directement d'Artemis 2, que nous venons tous de voir faire le tour de la Lune et revenir immédiatement à la maison, pour passer directement à l'alunissage d'humains avec Artemis 3. Quant à savoir comment ils allaient effectivement réaliser cet alunissage, eh bien, ils allaient en gros improviser en cours de route et espérer que tout fonctionnerait le moment venu. Ce n'est pas vraiment le genre d'approche qui inspire une confiance débordante quand des vies humaines sont en jeu. Imaginez expliquer ça à un ingénieur du CNEES ou du CEA
il vous regarderait avec un mélange d'incrédulité et d'inquiétude polie. Le nouveau plan pour Artemis 3 consiste donc à tester un candidat à l'atterrisseur lunaire dans l'espace, tout en restant à proximité de la sécurité relative de la Terre, au cas où quelque chose tournerait mal. Cela signifie qu'en parallèle du lancement du SLS et d'Orion, il y aura 1 ou 2 lanceurs géants supplémentaires qui décolleront. Pour cet exemple, restons optimistes et supposons que les 2 candidats à l'atterrisseur soient prêts à être testés. Parce qu'ainsi, nous pouvons vous montrer à quoi ressemble chacun des 2 scénarios et c'est assez fascinant. La première chose à décoller sera l'un de nos atterrisseurs lunaires. Cela signifie un Starship et un New Glenn. Tous 2 devront déployer leur étage supérieur, qui sert d'atterrisseur, sur une orbite basse terrestre. Et c'est ici que survient le premier grand défi. Lunar Starship et Blue Moon sont tellement massifs qu'ils brûlent une quantité absolument incroyable de carburant rien qu'en se déplaçant de la Terre à la Lune. Pour vous donner une idée, ces véhicules sont tellement gourmands en ergols que, sans ravitaillement, ils arriveraient sur la surface lunaire presque vide. Donc, avant de pouvoir effectivement atterrir, ils doivent faire le plein dans l'espace. Sinon, ils n'auront pas assez de carburant pour ramener les astronautes de la surface lunaire vers l'orbite, et encore moins pour les rapprocher d'Orion au retour. Alors, dans le cadre d'Artemis 3, les 2 entreprises doivent démontrer qu'elles sont capables de ravitailler avec succès un vaisseau spatial en orbite terrestre. Pour SpaceX, cela signifie lancer un 2e Starship, qui fera office de véhicule ravitailleur, une sorte de camion-citerne orbital. Pour Blue Origin, cela implique de lancer un véhicule de transport de propergol séparé, conçu spécifiquement pour ce rôle. Alors maintenant, nous avons 2 lancements de fusées géantes supplémentaires, suivis d'un rendez-vous orbital et d'une démonstration de transfert de propergol pour le Lunar Starship et pour Blue Moon. Cela peut ne pas sembler si spectaculaire quand on le dit vite, mais personne n'a jamais ravitaillé un vaisseau spatial dans l'espace auparavant. Jamais. Alors, en faire 2 à la fois constitue un bond en avant aussi considérable que celui qu'Ariane Group viserait si l'on demandait à Ariane 6 d'apprendre, en un seul vol, tous les gestes d'une station-service orbitale, en supposant que tout cela se passe bien, et c'est un grand si. Il est alors temps pour le SLS de décoller à son tour. Ce lancement se déroulera de la même manière qu'Artemis 2, à un détail près, mais un détail crucial. Une fois que la capsule Orion aura atteint l'espace, elle ne se dirigera pas vers la Lune. Elle mettra le cap pour un rendez-vous avec le premier atterrisseur. Le premier défi est l'amarrage des 2 vaisseaux. L'atterrisseur sera autonome, c'est-à-dire qu'il ne sera pas piloté par un humain, mais Orion aura un pilote aux commandes, en chair et en os, les mains sur les contrôles. C'est en réalité quelque chose que l'équipage a déjà pratiqué lors d'Artemis 2. Il y a eu un exercice d'amarrage simulé, pendant lequel le pilote Victor Glover a dirigé sa capsule vers son propre étage supérieur après séparation. Un entraînement en situation presque réelle, un peu comme un pilote de ligne qui s'exercerait dans un simulateur avant un vol sur une machine qu'il ne connaît pas encore. Dans le scénario 1, Orion s'approche de Blue Moon par le côté et se connecte à un port d'amarrage situé sur la cabine d'équipage à la base de l'atterrisseur. Les sections supérieures sont toutes des réservoirs de carburant et le carburant va se transférer directement dans le module d'habitation une fois la connexion établie.
ce n'est pas l'intérieur le plus spacieux du monde. On est loin du confort d'un salon parisien. Mais si vous regardez une comparaison de taille entre Blue Moon et l'ancien module lunaire Apollo, vous voyez que les astronautes modernes bénéficient de bien plus d'espace pour se déplacer, pour travailler, pour dormir, pour simplement exister dans un environnement hostile. Le scénario 2 a un aspect sensiblement différent. Le Lunar Starship possède son port d'amarrage dans le nez du vaisseau. Donc, une fois que l'équipage y transfère, ils entrent directement dans une vaste et large étendue d'espace. Un pont de vol de 9 mètres de large et de plusieurs mètres de haut. C'est luxueusement spacieux à l'intérieur. Imaginez passer d'une chambre d'étudiant à un grand loft industriel. L'écart est à peu près de cet ordre-là. Dans les deux cas, une fois que l'équipage est installé, le vrai travail commence. Et ce travail, c'est une inspection approfondie des systèmes critiques, comme le support vie, l'alimentation électrique, la propulsion et les communications. Il est très probable qu'ils désariment les atterrisseurs, pratiquent un pilotage manuel en orbite, puis se réarriment à Orion. L'objectif ici est de trouver la moindre faiblesse, le moindre défaut, tout ce qui devra être affiné sur la prochaine itération du véhicule, celle qui emmènera effectivement des humains sur la surface lunaire. Rappelez-vous, le plan initial pour Artemis 3 était de faire entrer des astronautes dans l'un de ces atterrisseurs pour la toute première fois, alors qu'ils se trouvaient déjà en orbite autour de la Lune. Autrement dit, découvrir un problème de plomberie à 400 000 km de la Terre. C'est un très mauvais endroit pour se rendre compte que quelque chose ne fonctionne pas comme prévu. Très, très mauvais endroit. Mais revenons à notre scénario de test. Pendant qu'ils se trouveront à l'intérieur des deux atterrisseurs, l'équipage essaiera également ses combinaisons spatiales lunaires, en microgravité pour la première fois. Ces combinaisons sont fabriquées par Axiom Space et elles représentent un type de combinaison entièrement nouveau, différent de ce que la NASA utilise sur la Station spatiale internationale et différent de ce qui a été utilisé sur la Lune à l'époque d'Apollo. Ces combinaisons devraient aider les futurs marcheurs lunaires à être beaucoup plus agiles et considérablement moins maladroits que leurs prédécesseurs. On se souvient des images d'archives des astronautes d'Apollo qui tombaient régulièrement à genoux ou qui se relevaient péniblement en s'aidant de leurs collègues. Les nouvelles combinaisons promettent une souplesse, une articulation, un confort qui transformeront la façon dont on travaille sur la Lune. Ces combinaisons ont été testées sous l'eau, sur Terre, dans d'immenses piscines conçues pour simuler partiellement certains aspects de l'espace extra-atmosphérique, un peu comme les entraînements qu'effectuent certains astronautes européens avant leur mission. Mais le véritable test, le test qui compte, viendra quand les astronautes emmèneront les combinaisons dans le sas de l'atterrisseur et les exposeront au vide spatial pour la première fois. La NASA s'attend à ce que l'ensemble de ces exercices prennent jusqu'à 3 semaines pour que l'équipage puisse les mener à bien. 3 semaines. C'est long. C'est une durée qui ressemble à une mini-expédition, une sorte de séjour prolongé qui rappelle, à plus petite échelle, les rotations d'astronautes français qui ont passé des mois à bord de la Station spatiale internationale. Et c'est aussi 3 semaines pendant lesquelles ces astronautes seront les cobayes volontaires d'un système entièrement nouveau. Nous aurons donc beaucoup de choses passionnantes à suivre une fois que tout cela aura quitté le sol. Mais en attendant Artemis 3, il y a encore plus d'actions qui se déroulent en ce moment même.
ici, sur Terre. En mai 2026, SpaceX testera pour la première fois la version 3 du Starship depuis son tout nouveau système de pas de tir à Starbase, au Texas. C'est ce que l'entreprise considère comme étant le premier Starship non prototype, le premier produit fini, la version définitive du concept. C'est le véhicule qui, selon eux, peut emmener des humains sur la Lune. Bien entendu, ils devront ensuite en construire un exemplaire doté de toutes les caractéristiques d'aménagement intérieur et de tous les systèmes de support-vie nécessaires pour transformer ce gigantesque vaisseau en un espace habitable pour de vrais êtres humains. Mais ils ont une année complète pour résoudre ce problème. Une année, ce n'est pas énorme quand on parle de sécurité spatiale, mais c'est faisable avec les ressources mobilisées. Du côté de Blue Origin, ils ont également un lancement historique programmé en mai. Un vol d'essai du prototype Blue Moon Mark I. Il s'agit d'une version plus petite du système d'atterrissage habité Blue Moon. Il est conçu uniquement pour livrer des charges utiles de taille moyenne sur la surface lunaire. Et c'est précisément l'objectif de ce premier test, aller jusqu'à la Lune et s'y poser en toute sécurité. Pas d'humain à bord, juste la machine et la démonstration que la machine est capable de faire ce pourquoi elle a été conçue. S'ils parviennent à réaliser cet exploit, alors cela va inspirer une grande confiance autour de la NASA. Et cela transforme Blue Origin, qui est arrivé tard dans la course, en un concurrent sérieux, crédible, voire menaçant pour SpaceX. En supposant donc que les deux entreprises parviennent à tenir leurs engagements et que nous obtenions un Artemis 3 réussi avec 2 véhicules testés en orbite terrestre, il est alors temps de passer à un autre jalon épique. Un alunissage autonome, sans équipage. Pensez-y comme à une sorte d'Artemis 3,5. Parce qu'une fois que nous aurons vérifié que l'atterrisseur est sûr pour que des humains y vivent, nous devons ensuite le voir effectivement se poser sur la Lune avec succès. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'une des deux entreprises pourra être déclarée véritable gagnante de la course, avec un atterrisseur opérationnel, éprouvé, validé du décollage à l'alunissage. Et même à ce stade, ce n'est toujours pas le moment de faire la fête. Parce que la NASA veut réaliser Artemis 4 dans l'année qui suit Artemis 3 dans l'année. 12 mois. Cela signifie que SpaceX ou Blue Origin, celui des deux qui aura été retenu pour la mission habitée, devra produire ses atterrisseurs à un rythme absolument effréné. On ne parle pas de fabriquer un prototype unique. On parle d'établir une chaîne de production capable de livrer des atterrisseurs fonctionnels, presque comme on livre des Ariane 6 à Kourou, à un rythme industriel, selon un calendrier serré, avec une qualité irréprochable à chaque exemplaire. C'est de cette manière que l'Amérique retourne sur la Lune. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement pour planter un autre drapeau et se féliciter mutuellement du travail accompli. Ce n'est pas un exercice de fierté nationale. Il s'agit d'une domination totale de l'environnement lunaire, parce qu'il y a une autre grande puissance qui regarde la Lune avec des yeux brillants et qui a l'intention d'y planter son propre drapeau. Et elle ne vient pas pour jouer. La Chine a son propre plan pour une future base lunaire. Et ce plan est extrêmement ambitieux, bien financé, et avance à un rythme qui surprend même les observateurs les plus aguerris. Mais avant d'aborder la Chine, il faut prendre un peu de recul et comprendre pourquoi ce retour sur la Lune est si fondamentalement différent de ce que nous avons connu dans les années 60. Apollo était une course à deux entre les États-Unis
et l'Union soviétique. Une course essentiellement symbolique, politique, idéologique. Il s'agissait de prouver que le capitalisme pouvait aller plus vite, plus haut, plus loin que le communisme. Une fois le drapeau planté, une fois la démonstration faite, le programme a progressivement perdu son souffle politique et son financement. Les missions Apollo ont été abandonnées, alors même que le matériel existait pour en réaliser davantage. C'est l'une des grandes ironies de l'histoire spatiale, une sorte de moment concorde, où la technologie était là, où les compétences existaient, mais où la volonté politique et le sens stratégique ne suivaient plus. Artemis est construit sur des bases complètement différentes. C'est un programme qui pense à long terme, qui prévoit une présence durable, qui construit des infrastructures pour durer. L'idée n'est pas de planter un drapeau et de partir. L'idée est de construire une économie lunaire. Des stations, des bases, des véhicules, des systèmes de communication, des réserves de ressources. Une présence humaine permanente ou semi-permanente, entretenue par des rotations régulières d'équipage. Un peu comme ce que les chercheurs de l'Institut polaire Paul-Émile Victor font dans les stations antarctiques, où des équipes se relayent pour maintenir une présence scientifique continue dans un environnement hostile, et où chaque rotation bénéficie du travail accompli par la précédente. Et pour construire cette présence durable, la NASA a besoin de partenariats solides avec le secteur privé. C'est là tout l'intérêt stratégique du modèle SpaceX et Blue Origin. Au lieu de tout construire en interne, au lieu de dépendre uniquement de grands entrepreneurs traditionnels comme Boeing ou Lockheed Martin qui facturent chaque boulon au prix d'un tableau ancien, la NASA utilise la concurrence comme un levier. Elle finance partiellement le développement, fixe des objectifs clairs et laisse les entreprises se battre pour livrer le meilleur produit au meilleur prix. Ce modèle a ses avantages. Il réduit les coûts. Il stimule l'innovation. Il permet à plusieurs architectures techniques d'émerger en parallèle, ce qui réduit le risque qu'un seul point de défaillance fasse dérailler le programme entier. Si Starship explose, Blue Moon peut prendre le relais. Si Blue Moon rencontre un problème de conception, Starship peut continuer à avancer. C'est une forme de redondance stratégique, un peu comme avoir à la fois Ariane et Vega en Europe pour couvrir différents segments de marché. Mais ce modèle a aussi ses risques. Et le principal risque, c'est précisément celui que nous voyons se matérialiser en ce moment. La NASA devient dépendante du calendrier d'entreprises privées qui ne sont pas toujours maîtresses de leur propre retard. Starship aurait dû être prêt il y a 2 ans. New Glenn, malgré ses succès récents, a également connu des retards importants. Et chaque mois de retard du côté privé se traduit par 1 mois de retard pour la NASA, qui doit attendre que les atterrisseurs soient disponibles pour envoyer ses astronautes sur la Lune. Cette dépendance crée une tension particulière au sein de l'agence. D'un côté, les ingénieurs de la NASA sont passionnés par leur mission. Ils veulent avancer. Ils ont des idées. Ils ont des plans. Ils ont la volonté. De l'autre, ils doivent composer avec des partenaires extérieurs dont les priorités ne sont pas toujours alignées à 100% avec les leurs. SpaceX a aussi Mars dans le viseur. Blue Origin a aussi son propre écosystème commercial. Et la NASA, au milieu, doit jongler entre ses ambitions officielles et les réalités industrielles de ses fournisseurs. Revenons maintenant à la dimension technique de tout cela. Il y a quelques éléments du scénario Artemis 3 que nous avons survolés et qui méritent d'être approfondis.
Parce qu'ils donnent une idée plus précise de l'ampleur du défi. Commençons par le ravitaillement orbital. Ce n'est pas juste une opération technique, c'est une révolution silencieuse qui va transformer la manière dont nous pensons le voyage spatial. Aujourd'hui, quand une fusée décolle, elle emporte tout son carburant avec elle. Tout, jusqu'à la dernière goutte. C'est ce qui limite tellement la charge utile, c'est ce qui explique pourquoi les fusées sont des tours gigantesques dont la quasi-totalité est du carburant. Mais si vous pouvez ravitailler dans l'espace, tout change. Vous pouvez envoyer un vaisseau léger, puis lui transférer du carburant en orbite, et soudainement, il dispose de la capacité de se rendre beaucoup plus loin. C'est le même principe qu'un avion qui se ravitaille en vol au-dessus de l'Atlantique, sauf que c'est dans le vide spatial, à 28 000 km/h, avec des matériaux cryogéniques qui s'évaporent au moindre écart de température. Ce n'est pas trivial. C'est extraordinairement difficile. Et c'est pourtant ce que SpaceX et Blue Origin vont devoir démontrer lors d'Artemis 3. Pour SpaceX, la méthode consiste à envoyer plusieurs Starship ravitailleurs en orbite, chacun chargé de carburant, puis à transférer leur contenu dans le Starship lunaire. On parle de 5 à 10 vols ravitailleurs pour remplir un seul Starship lunaire. Chacun de ces vols est une opération à part entière. Chaque rendez-vous, chaque amarrage, chaque transfert est une opportunité pour que quelque chose aille mal. C'est pourquoi, pendant Artemis 3, ils ne feront qu'une démonstration partielle. Ils ne rempliront pas nécessairement le Starship lunaire à son plein potentiel. L'objectif est simplement de prouver que la technique fonctionne, que le transfert est fiable, que les vannes, les pompes, les connecteurs, tout tient la route. Pour Blue Origin, l'approche est légèrement différente. Blue Moon est conçu pour être ravitaillé par un seul véhicule de transport de propergol, ce qui simplifie logistiquement l'opération, mais demande un véhicule ravitailleur plus grand et plus performant. Chaque approche a ses mérites. Et c'est précisément l'intérêt de laisser les deux compagnies coexister. Chacune explore une voie différente et la NASA apprend des deux en parallèle. Parlons maintenant des combinaisons spatiales, parce que les combinaisons lunaires d'Axiom Space méritent qu'on s'y attarde. Les combinaisons utilisées lors d'Apollo étaient incroyables pour leur époque, mais elles étaient aussi rigides, lourdes et conçues pour des sorties courtes, quelques heures tout au plus. Sur la Station spatiale internationale, les combinaisons actuelles sont optimisées pour le travail en microgravité, pas pour marcher sur un sol poussiéreux et instable. Ce qu'il faut pour la Lune, c'est quelque chose d'entièrement nouveau. Une combinaison qui permette à un astronaute de s'accroupir pour ramasser des échantillons, de grimper sur des rochers, de courir si nécessaire, de s'asseoir dans un rover, et tout cela dans un environnement où la température peut varier de plus de 300 degrés entre le jour et la nuit. Les combinaisons d'Axiom Space intègrent des innovations dans les articulations, dans la régulation thermique, dans la gestion de la poussière lunaire et dans le support vie autonome. La poussière lunaire est un problème particulièrement vicieux. Elle est abrasive, elle colle à tout, elle s'infiltre dans les joints, elle dégrade les tissus, elle est potentiellement toxique si elle est inhalée. Les astronautes d'Apollo avaient décrit leur combinaison comme étant complètement saturée de poussière après seulement quelques heures sur la surface. Les équipes d'Axiom ont travaillé avec des laboratoires de matériaux, y compris des partenariats internationaux qui rappellent ce qui se fait à l'ONERA ou dans certains laboratoires du CNRS
sur les matériaux avancés, pour développer des textiles capables de résister à cet environnement. Les astronautes qui essaieront ces combinaisons lors d'Artemis 3 en microgravité, dans le sas de l'atterrisseur, seront littéralement les premiers à valider ce nouveau système dans des conditions opérationnelles. Ils sentiront les articulations, ils jugeront la mobilité, ils identifieront les points de friction, les zones inconfortables, les détails à corriger. Leurs retours d'expérience feront de l'atterrisseur suivant, celui qui se posera réellement sur la Lune, un véhicule beaucoup plus mature, beaucoup plus fiable. Maintenant, il faut parler d'Artemis 4, parce que c'est là que les ambitions prennent vraiment leur envol. Artemis 4 doit se poser sur la Lune. Pas juste orbiter, pas juste tester, se poser, et pas n'importe où, au pôle sud lunaire, un endroit que personne n'a jamais visité. Les missions Apollo se sont toutes posées dans des régions équatoriales relativement tempérées et bien éclairées. Le pôle sud lunaire, c'est une bête complètement différente. Il y a des cratères dont l'intérieur n'a pas vu la lumière du Soleil depuis des milliards d'années. Des cratères où la température descend à moins de 240 degrés Celsius. Des cratères où l'eau existe, sous forme de glace, accumulée depuis des éons. Cette glace, c'est la vraie raison pour laquelle tout le monde veut aller au pôle sud. Parce que l'eau, c'est tout. Avec de l'eau, vous pouvez boire. Vous pouvez cultiver des plantes. Vous pouvez séparer l'hydrogène et l'oxygène pour créer du carburant de fusée. Une base lunaire avec accès à de l'eau, c'est une base qui peut, à terme, devenir autonome, se ravitailler elle-même, réduire drastiquement les coûts logistiques. C'est l'équivalent spatial de s'installer près d'un fleuve plutôt qu'au milieu du désert. L'hydrographe est roi, même à 380 000 km de la Terre. Le pôle sud lunaire pose aussi des défis de navigation et de communication qui n'existent pas aux latitudes équatoriales. Le Soleil est bas sur l'horizon en permanence, ce qui crée des ombres longues, tranchantes, parfois trompeuses. L'éclairage ressemble à celui qu'on trouve en hiver dans les hautes latitudes, disons dans le nord de la Laponie, sauf que les contrastes sont encore plus extrêmes parce qu'il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser la lumière. Un astronaute qui se déplace au pôle sud lunaire devra apprendre à naviguer dans ces ombres, à comprendre le terrain sans les repères habituels. La Terre elle-même n'est pas toujours visible depuis le pôle sud lunaire. Selon la position sur la Lune, elle peut être très basse sur l'horizon, voire cachée par le relief. Cela signifie que les communications directes avec Houston peuvent être interrompues pendant des périodes prolongées. La NASA a donc prévu de construire une constellation de satellites de relais lunaires appelée le Lunar Communications Relay and Navigation Systems, qui permettra de maintenir un contact constant, y compris depuis les zones aveugles. C'est un projet massif en lui-même, qui rappelle dans son ambition les programmes Galileo ou Copernicus que l'Europe a menés pour son propre système de navigation et d'observation. Et parlons maintenant de Gateway. Parce qu'on ne peut pas parler d'Artemis sans parler de Gateway, la station spatiale lunaire que la NASA, en partenariat avec plusieurs agences internationales, dont l'Agence spatiale européenne, dont la France est l'un des principaux contributeurs via le CNES, est en train de construire. Gateway est conçu pour orbiter autour de la Lune sur une trajectoire très particulière, appelée orbite de halo quasi rectiligne. C'est une trajectoire étrange, allongée, qui passe très près de la Lune puis s'en éloigne considérablement, dans un cycle d'environ 6 jours et demi.
L'avantage de cette orbite, c'est qu'elle offre un accès relativement facile à la surface lunaire depuis plusieurs régions de la Lune, elle reste en contact quasi permanent avec la Terre et elle nécessite peu de carburant pour être maintenue. Gateway n'est pas une station aussi grande que l'ISS. Elle est plus petite, plus modeste, mais elle est conçue pour servir de plateforme d'assemblage, de point de relais, de zone de transit pour les futures missions lunaires. Un peu comme une gare de triage orbital, un endroit où l'on arrive, où l'on se prépare, où l'on se transfère avant de continuer son voyage. La première version de Gateway sera lancée en plusieurs morceaux et certains modules seront mis en place en parallèle d'Artemis 4. L'Europe, via l'ESA, fournit le module e-Hub, un module d'habitation international qui doit permettre à l'équipage de vivre et travailler à bord de Gateway. C'est une contribution majeure qui s'inscrit dans la longue tradition européenne de coopération spatiale internationale. La France, à travers le CNES, joue un rôle important dans cette contribution, notamment sur les aspects de thermique, d'avionique et d'opération. Il y a aussi le module Esprit pour European System Providing Refueling, Infrastructure and Telecommunications, qui apportera des capacités de ravitaillement et de communication à Gateway. L'ESA, là encore avec une implication française importante, est en charge de ce module. Quand Gateway sera pleinement opérationnel, une partie significative de ses capacités dépendra directement de technologies et de composants développés en Europe, et la France sera intimement associée à cette réussite. Cette contribution européenne n'est pas cosmétique. Elle donne accès à l'Europe à des places d'astronautes à bord de futures missions lunaires. Les astronautes européens, dont les astronautes français, de l'Agence spatiale européenne, formés via des parcours qui incluent souvent des passages par le CNES ou par des écoles d'ingénieurs comme Supaéro à Toulouse, auront donc leur chance de marcher sur la Lune dans les prochaines décennies. Pas lors d'Artemis 3, probablement pas lors d'Artemis 4, mais certainement lors des missions suivantes. C'est une perspective absolument excitante pour toute la communauté spatiale européenne. Parlons maintenant de la Chine, parce qu'elle reste l'éléphant dans la pièce. Le programme spatial chinois a connu une trajectoire de croissance spectaculaire au cours des 20 dernières années. La Chine a construit sa propre station spatiale, Tiangong, qui est désormais pleinement opérationnelle. Elle a déposé des rovers sur Mars et sur la face cachée de la Lune. Elle a rapporté des échantillons lunaires, les premiers depuis les missions soviétiques Luna des années 70. Elle développe son propre lanceur lourd, la fusée Longue Marche 10, spécifiquement conçue pour des missions lunaires habitées. Le plan chinois est ambitieux. Poser des astronautes sur la Lune avant 2030. Construire une base lunaire internationale de recherche, appelée International Lunar Research Station, en partenariat avec la Russie et d'autres pays. Cette base serait située également dans la région du pôle sud lunaire, ce qui signifie que la zone que les Américains visent, les Chinois la visent aussi. Il y aura probablement, à terme, plusieurs stations lunaires dans la même région, appartenant à des puissances différentes. Un peu comme en Antarctique, où plusieurs pays maintiennent des bases de recherche à proximité les unes des autres, chacune avec ses propres activités et ses propres règles. Sauf que la Lune n'est pas l'Antarctique. Il n'y a pas de traité de l'Antarctique pour la Lune. Le traité de l'espace extra-atmosphérique
de 1967 interdit la revendication de souveraineté sur des corps célestes, mais il n'est pas complètement clair sur la manière dont on peut exploiter des ressources. Qui possède la glace trouvée dans un cratère lunaire? L'entreprise qui l'extrait? La nation qui finance l'entreprise? La communauté internationale dans son ensemble? Ces questions n'ont pas de réponse unanime, et elles vont devenir de plus en plus pressantes à mesure que les activités lunaires se multiplient. La NASA et les agences occidentales ont développé ce qu'on appelle les accords d'Artémis, un ensemble de principes qui définissent comment les signataires entendent opérer sur la Lune et dans l'espace cislunaire. La France a signé ces accords, comme de nombreux autres pays européens, mais la Chine et la Russie n'ont pas signé. Elles considèrent les accords d'Artémis comme une tentative unilatérale d'imposer un cadre américain à l'ensemble de la communauté spatiale internationale. Elles proposent leur propre cadre. Et le résultat, c'est qu'il y a aujourd'hui deux visions parallèles de la manière dont l'exploitation lunaire devrait se dérouler, chacune avec ses règles, ses partenaires, ses ambitions. Cette compétition n'est pas uniquement militaire ou stratégique, elle est aussi économique, parce que la Lune, à terme, pourrait devenir un lieu d'activité économique significatif. L'extraction de ressources, la production d'énergie, la recherche scientifique, le tourisme, toutes ces activités pourraient, dans les décennies à venir, générer des revenus substantiels. Les premières entreprises à établir une présence durable auront un avantage structurel pour façonner les règles, les normes, les pratiques. C'est exactement la même logique qui a animé l'exploration des nouveaux mondes à l'époque des grandes découvertes, quand les premières nations à établir des comptoirs commerciaux se retrouvaient en position de force pour dominer le commerce de régions entières. Il est intéressant de noter que l'Europe, et notamment la France, se trouve dans une position particulière dans ce paysage. L'Europe n'a pas les moyens financiers ni l'ambition politique de lancer son propre programme lunaire habité. Elle participe comme partenaire, comme contributeur, comme fournisseur de modules, de technologies, d'astronautes. C'est une stratégie cohérente qui permet de bénéficier des investissements américains tout en contribuant de manière significative. Mais c'est aussi une stratégie qui place l'Europe dans une position de dépendance relative, comparée à des puissances spatiales qui opèrent de manière plus autonome. Le débat existe en Europe, notamment au sein du CNES et de l'ESA, sur la manière de renforcer cette autonomie. Des projets comme celui de développer un lanceur encore plus puissant qu'Ariane 6 ou comme celui d'un véhicule de transport cargo entièrement européen pourraient permettre à l'Europe de monter en gamme dans les années à venir. Mais ces projets demandent des investissements massifs et une volonté politique coordonnée entre plusieurs États membres, ce qui n'est jamais simple. Pour l'instant, l'Europe reste un partenaire respecté, mais secondaire dans la course lunaire, et le restera probablement pour les décennies à venir. Revenons à Artemis 3 et aux détails qui n'ont pas encore été complètement résolus. La sélection de l'équipage, par exemple, est un processus fascinant. La NASA a déjà annoncé l'équipage d'Artemis 2, mais pour Artemis 3, plusieurs scénarios sont envisageables. Le commandant sera probablement un astronaute chevronné, avec une expérience antérieure de l'ISS. Le pilote, similaire. Les deux autres membres pourraient être des astronautes plus récents, sélectionnés pour leurs compétences techniques spécifiques.
leur capacité à travailler dans des environnements confinés, leur résilience psychologique. Une mission de 3 semaines en orbite terrestre, avec des exercices complexes dans plusieurs véhicules, est une épreuve mentale autant que physique. Il faut être capable de vivre dans un espace réduit avec des collègues, de gérer le stress, de maintenir la concentration pendant des procédures techniques longues et répétitives. Les astronautes qui seront sélectionnés auront été testés dans des conditions analogues, peut-être dans des missions sous-marines prolongées, peut-être dans des stations antarctiques, peut-être dans des simulations spatiales au sol. Ce sont des profils rares, exigeants, et chaque sélection est le fruit d'années de préparation. La question de savoir qui sera la première femme sur la Lune a été explicitement posée par la NASA dès le début du programme Artemis. L'agence s'est engagée à envoyer la première femme et la première personne de couleur sur la surface lunaire. C'est un engagement qui est devenu emblématique du programme et qui sera probablement respecté lors d'Artemis 4 ou des missions suivantes. Même si Artemis 3 ne fait pas atterrir d'humains sur la Lune, elle prépare cette mission et l'équipage sera certainement composé dans un esprit de diversité et de représentation. Parlons un peu du lanceur SLS lui-même, parce que c'est une machine fascinante, même si elle est controversée. Le Space Launch System est la fusée la plus puissante jamais construite. Plus puissante que la Saturn V d'Apollo, plus puissante que la Falcon Heavy de SpaceX. Au moment de son développement, elle était également l'une des fusées les plus chères et elle le reste encore aujourd'hui. Chaque lancement de SLS coûte plusieurs milliards de dollars. C'est un coût astronomique qui fait grincer des dents au Congrès américain et qui alimente des débats sur la pertinence du programme. Les défenseurs du SLS soulignent qu'aucune autre fusée actuellement opérationnelle ne peut envoyer Orion directement vers la Lune avec la masse requise. Starship pourrait théoriquement le faire un jour, mais pas encore. Falcon Heavy ne peut pas. Seul SLS est capable aujourd'hui de remplir ce rôle, et la NASA n'est pas prête à abandonner cette capacité souveraine. Le SLS est l'outil, même coûteux, qui permet à l'agence de garder un contrôle direct sur les trajectoires vers la Lune. Les critiques, de leur côté, pointent le fait que SLS est non réutilisable. Chaque fusée est construite, lancée et perdue. Pas de récupération de boosters comme chez SpaceX. Pas de réutilisation comme ce que vise Blue Origin. C'est une philosophie du jetable, héritée des années 60, à une époque où la question des coûts de lancement n'était pas aussi centrale. Dans un monde où Starship et New Glenn visent une réutilisation presque totale, SLS apparaît comme un dinosaure somptueux, magnifique à regarder, incroyablement puissant, mais fondamentalement obsolète dans sa conception économique. Cette dualité entre l'ancien monde du spatial gouvernemental jetable et le nouveau monde du spatial privé réutilisable est l'une des tensions les plus fascinantes du programme Artemis. La NASA navigue entre les deux. Elle utilise SLS quand il le faut, parce qu'il est là et qu'il fonctionne. Mais elle parie sur Starship et Blue Moon pour l'avenir, parce que c'est dans ces systèmes que se trouve la possibilité d'un accès durable et économique à la Lune. Si Starship parvient à ses promesses de réutilisation complète, cela changera absolument tout. Chaque lancement coûtera une fraction de ce que coûte aujourd'hui un lancement de SLS. La capacité de charge utile sera énorme. On pourra envisager des missions qui, aujourd'hui, relèvent de la science-fiction. Des stations lunaires à grande échelle, des colonies, des infrastructures permanentes.
Tout cela devient possible si le coût par kilogramme envoyé en orbite descend suffisamment bas. Et c'est exactement le pari que fait SpaceX. Revenons encore une fois à l'enchaînement opérationnel de la mission Artemis 3 et approfondissons certains aspects. L'équipage décollera de Floride, probablement depuis le Kennedy Space Center, comme toutes les missions du programme Artemis. Le complexe de lancement 39B a été modifié spécifiquement pour accueillir le SLS. La tour mobile, dont nous parlions tout à l'heure, est une structure impressionnante. Plusieurs étages de hauteur, équipée de passerelles, de systèmes d'alimentation, de systèmes de sauvetage. Elle est conçue pour permettre à l'équipage d'accéder à la capsule Orion, puis d'être évacué rapidement en cas d'urgence dans les dernières minutes avant le décollage. Dans les quelques heures qui précèdent le lancement, la séquence est à peu près toujours la même. Les astronautes se réveillent dans leur quartier de pré-lancement. Ils prennent un petit déjeuner léger, souvent un œuf, des toasts, une boisson peu calorique mais énergétique. Ils enfilent leurs combinaisons de lancement et de rentrée, les fameuses combinaisons orange pressurisées qui ressemblent aux tenues vues lors des missions de la navette spatiale. Ils montent dans une camionnette, roulent jusqu'à la tour de lancement, prennent un ascenseur, traversent une passerelle et s'installent dans leur siège. Les techniciens referment la porte de la capsule de l'extérieur. À partir de ce moment, l'équipage est seul dans son espace confiné, écoutant les voix des contrôleurs à travers leurs casques, vérifiant leur liste de contrôle, attendant. Les moteurs RS-25 qui propulsent SLS s'allument quelques secondes avant les boosters latéraux. Le bruit est absolument assourdissant, même à distance. Les vibrations secouent l'équipage, les structures tremblent, et lentement, incroyablement lentement pour une machine de cette taille, le lanceur commence à s'élever. Quelques secondes plus tard, il a dépassé la tour. Quelques dizaines de secondes plus tard, il a franchi la couche la plus dense de l'atmosphère. Les boosters latéraux se séparent. L'étage central continue à pousser. Puis, il se sépare à son tour, laissant l'étage supérieur prendre le relais. Orion est placé sur sa trajectoire initiale. Les panneaux solaires se déploient. Les astronautes commencent à se détendre un peu, à regarder par les hublots, à voir la Terre s'éloigner pour la première fois. Mais dans le cas d'Artemis 3, la trajectoire n'est pas celle d'Apollo. Elle n'est pas directement translunaire. Elle est plutôt orbitale, avec des ajustements pour rejoindre l'atterrisseur qui attend en orbite terrestre après avoir été ravitaillé. Le rendez-vous est un ballet complexe. Orion et l'atterrisseur doivent se rejoindre, se synchroniser, s'aligner, puis s'amarrer. Ce processus peut prendre plusieurs heures, voire plus d'une journée, selon les conditions orbitales. Une fois l'amarrage confirmé, les équipages peuvent se transférer. Ils ouvrent les écoutilles, traversent le tunnel d'amarrage, entrent dans l'atterrisseur. C'est un moment historique en soi. La première fois qu'un équipage humain entre dans un véhicule conçu pour les emmener un jour sur la Lune. Ils explorent l'intérieur, vérifient les équipements, commencent leur procédure de test. Les 3 semaines qui suivent seront une série intense d'exercices. Test des systèmes de support vie sous charge réelle, avec des humains qui respirent, mangent, dorment, travaillent à bord. Test des systèmes de communication avec la Terre à travers différentes configurations orbitales. Test des procédures d'urgence avec des simulations de panne, des simulations d'incendie, des simulations de dépressurisation. Test des combinaisons spatiales dans le vide,
avec des sorties à l'extérieur du sas pour vérifier que tout fonctionne comme prévu. Test des systèmes de propulsion de l'atterrisseur avec des manœuvres contrôlées, des changements d'orbite, des simulations de descente. Chacun de ces tests génère des données précieuses qui seront analysées par des équipes entières d'ingénieurs au sol. Ces données alimenteront les améliorations du design, les modifications des procédures, les corrections des logiciels. Les itérations suivantes de l'atterrisseur bénéficieront directement de ces semaines d'essais orbitaux. C'est exactement le genre de travail minutieux, patient, méthodique, qui fait la différence entre un programme spatial qui fonctionne et un programme spatial qui envoie des astronautes dans des conditions mal préparées. Après ces 3 semaines, l'équipage se désamarre de l'atterrisseur, éventuellement passe au second atterrisseur, si les 2 sont disponibles, répète certaines procédures. Puis Orion entame sa trajectoire de retour vers la Terre. La rentrée atmosphérique est toujours un moment de tension. La capsule traverse les couches supérieures de l'atmosphère à près de 7000 mètres par seconde. Le bouclier thermique s'échauffe à des températures dignes de la surface du Soleil. Les communications sont interrompues pendant plusieurs minutes par une couche de plasma qui entoure la capsule. Puis, les parachutes se déploient. D'abord les petits, puis les principaux, énormes, qui ralentissent la capsule jusqu'à une vitesse d'impact supportable. Orion amérit quelque part dans l'océan Pacifique, où une flotte de la marine américaine est déjà en position pour la récupération. L'équipage est extrait, examiné par des médecins, transporté à terre. Ils rentrent chez eux. Ils commencent leur débriefing. Leur mission a été un succès. Ils ont contribué à un jalon fondamental dans le retour de l'humanité sur la Lune. Et pendant ce temps, dans les installations de SpaceX, de Blue Origin, de la NASA, des milliers d'ingénieurs commencent à analyser les données, à préparer la prochaine itération, à construire l'atterrisseur qui, lui, se posera effectivement sur la Lune lors d'Artemis 4. Le cycle continue. L'élan est maintenu. Le retour sur la Lune, cette fois, n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus durable, structuré, industrialisé. Et dans ce processus, chaque acteur a son rôle. La NASA garde le leadership stratégique, la supervision technique, la responsabilité ultime de la sécurité des équipages. SpaceX et Blue Origin apportent l'innovation, la rapidité, la compétitivité. Les partenaires internationaux, dont l'Agence spatiale européenne et la France, au travers du CNES, apportent des briques technologiques essentielles, des modules d'habitation, des systèmes de ravitaillement, des astronautes qui ajoutent de la diversité culturelle et scientifique à chaque mission. Le résultat de tout cela, si tout se passe bien, c'est une Lune qui redevient un lieu d'activité humaine. Pas juste pour une visite, pas juste pour un drapeau, pour un travail soutenu, une recherche continue, une exploration qui s'étend sur des décennies. Les astronautes qui marcheront sur la Lune lors d'Artemis 4 ne seront probablement pas les derniers avant un demi-siècle, comme l'étaient ceux d'Apollo 17. Ils seront les premiers d'une nouvelle génération qui reviendra régulièrement, qui construira, qui découvrira. Les découvertes scientifiques qui résulteront de cette présence lunaire continue sont difficiles à prédire, mais elles seront probablement considérables. La Lune est un laboratoire unique. Elle porte dans sa surface l'histoire de 4 milliards d'années du système solaire. Elle a été bombardée par des astéroïdes, par des comètes,
par des particules solaires, et tout cela a laissé des traces. En creusant dans le régolithe lunaire, en analysant la composition des cratères, en étudiant la structure interne via des sismomètres, on peut reconstruire une partie de l'histoire de notre voisinage cosmique. Des équipes de chercheurs, dont beaucoup en France, travaillent dans des laboratoires comme ceux de l'Observatoire de Paris-Meudon, de l'IRAP à Toulouse ou de l'IAS d'Orsay, attendent avec impatience ces données pour compléter leur modèle. L'atmosphère ténue de la Lune, ou plutôt son absence d'atmosphère, rend la Lune idéale pour l'astronomie. Des télescopes installés sur la face cachée pourraient observer des longueurs d'onde radio qui sont impossibles à capturer depuis la Terre à cause de l'atmosphère et des interférences radioélectriques humaines. Ces observations pourraient révéler des structures cosmiques primordiales, datant des premiers millions d'années après le Big Bang. C'est une perspective qui fait saliver les cosmologistes du monde entier, y compris ceux qui travaillent au sein d'institutions comme l'IN2P3 ou l'IRFU du CEA, qui sont impliqués dans de nombreux projets d'astrophysique internationaux. La microgravité lunaire, qui est d'environ 1/6 de la gravité terrestre, offre aussi un environnement unique pour certaines expériences. Comment les plantes poussent-elles dans cette gravité réduite? Comment les organismes humains s'adaptent-ils sur de longues durées? Comment les matériaux se comportent-ils quand ils sont manufacturés dans cet environnement? Toutes ces questions ont des implications pratiques autant que scientifiques. Si nous voulons un jour vivre ailleurs que sur Terre, que ce soit sur la Lune, sur Mars ou sur d'autres corps célestes, nous devons comprendre comment adapter notre biologie et nos technologies à ces nouveaux environnements. Il y a aussi la question de l'inspiration. Parce que les programmes spatiaux ont toujours eu un effet catalyseur sur l'imagination humaine. Apollo a inspiré une génération entière d'ingénieurs, de scientifiques, de rêveurs. Les enfants qui ont regardé Neil Armstrong marcher sur la Lune sont devenus les architectes du monde numérique actuel. Ils ont fondé des entreprises, résolu des problèmes, poussé les frontières du possible. Artemis aura probablement un effet similaire, peut-être même plus large, parce que l'audience est globale, parce que les images circulent instantanément, parce qu'une nouvelle génération d'enfants regardera ces astronautes marcher sur la Lune et se dira que, peut-être, ils pourraient en faire autant un jour. L'équivalent français de cette inspiration se trouve déjà dans les programmes d'éducation spatiale, dans les activités de vulgarisation menées par des institutions comme la Cité de l'Espace à Toulouse, qui depuis des décennies transforment des enfants en passionnés d'astronomie. Les prochaines années vont certainement voir une multiplication de ces initiatives, un regain d'intérêt pour les carrières scientifiques et techniques, une nouvelle vague de vocations. C'est peut-être l'un des bénéfices les moins mesurables, mais les plus importants, d'un programme comme Artemis. Il est temps maintenant de plonger un peu plus profondément dans certains aspects techniques qui sont souvent survolés, mais qui méritent qu'on les comprenne, parce qu'ils racontent à leur manière la complexité vertigineuse du programme Artemis. Commençons par les moteurs du SLS. Le lanceur utilise 4 moteurs RS-25, qui sont eux-mêmes des reliques adaptées du programme de la navette spatiale. Ces moteurs ont été conçus dans les années 70, testés et améliorés pendant des décennies, et ils sont aujourd'hui parmi les moteurs de fusée les plus performants et les plus fiables jamais construits. Leur particularité, c'est qu'ils brûlent un mélange d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide.
C'est ce qu'on appelle une propulsion cryogénique, parce que les deux éléments doivent être maintenus à des températures extrêmement basses pour rester à l'état liquide. L'hydrogène liquide, par exemple, doit rester à moins de 253 degrés Celsius. C'est plus froid que n'importe quel endroit naturellement rencontré sur Terre. Même dans les laboratoires cryogéniques français, comme ceux qui travaillent avec le synchrotron Soleil ou certains instruments au CEA, on utilise des héliums liquides pour atteindre des températures encore plus basses. Mais les volumes manipulés sont minuscules comparés à ce que transporte un SLS. Le SLS contient suffisamment d'hydrogène liquide pour remplir environ 45 camions-citernes. Et ce carburant doit être chargé au dernier moment parce qu'il s'évapore constamment. Même avec les isolants les plus performants, l'hydrogène liquide se réchauffe et se transforme en gaz, qui doit être évacué en permanence pour éviter toute surpression. C'est pour cette raison que les compteurs des lanceurs cryogéniques semblent toujours fumer sur le pas de tir. Cette fumée n'est pas de la condensation de l'air, c'est de l'hydrogène gazeux qui s'échappe pendant qu'on remplit en continu les réservoirs. Et c'est aussi pour cette raison que les lancements de SLS peuvent être retardés par des problèmes apparemment mineurs de valves ou de capteurs. Un lanceur cryogénique, c'est un équilibre permanent entre remplissage et évaporation, et le moindre dérèglement peut compromettre le décollage. Les boosters latéraux, quant à eux, sont des versions allongées des boosters à propergol solide qui équipaient la navette spatiale. Chaque booster est littéralement rempli de millions de tonnes d'un mélange solide qui, une fois allumé, ne peut plus être arrêté avant que la combustion soit complète. Contrairement au moteur liquide, qu'on peut éteindre en fermant les vannes d'alimentation en carburant, un booster solide brûle jusqu'à son terme. C'est l'une des raisons pour lesquelles les boosters ne sont allumés qu'au tout dernier moment, quelques secondes avant le décollage. Une fois allumés, il n'y a plus de retour en arrière. La capsule Orion mérite aussi qu'on s'y attarde. Elle a été conçue par Lockheed Martin, avec une contribution cruciale de l'Agence spatiale européenne qui fournit le module de service. Oui, vous avez bien entendu. Le module de service d'Orion, cette partie arrière de la capsule qui contient les moteurs, les panneaux solaires, les réserves d'oxygène et d'eau, et tous les systèmes nécessaires pour le voyage, c'est un module européen. Construit principalement en Allemagne et en Italie, mais avec des contributions venant de plusieurs pays, dont la France. C'est une contribution stratégique massive, parce qu'elle place l'Europe au cœur du programme Artemis. Sans le module de service européen, la capsule Orion ne peut pas voler. Cette collaboration internationale illustre un principe fondamental de l'exploration spatiale moderne. Personne, absolument personne, ne peut tout faire seul. Les missions lunaires modernes sont trop complexes, trop coûteuses, trop exigeantes en compétences diverses pour être le fruit d'un seul pays ou d'une seule entreprise. Il faut mutualiser, partager, coordonner. Et c'est à ce prix qu'on peut rêver à nouveau de marcher sur la Lune. Parlons maintenant des défis médicaux, parce qu'ils sont souvent oubliés dans les discussions sur les voyages spatiaux. Un astronaute qui passe 3 semaines en orbite terrestre, comme ceux d'Artemis 3, va subir des effets physiologiques significatifs. La microgravité affecte le système cardiovasculaire. Sans la pesanteur qui force le sang à descendre naturellement, le cœur doit s'adapter à une circulation uniforme. Les muscles s'atrophient si on ne fait pas d'exercice intensif, parce qu'ils ne sont plus sollicités par le simple fait
de se tenir debout ou de se déplacer contre la gravité. Les os perdent en densité, un phénomène qui rappelle l'ostéoporose accélérée. La vision peut aussi être affectée. Plusieurs astronautes qui ont passé de longs séjours sur l'ISS ont rapporté des modifications permanentes de leur vue, liées à des déplacements de fluide dans le crâne qui modifient la forme de l'œil. Les chercheurs ne comprennent pas encore parfaitement ce phénomène, qu'on appelle le syndrome neuro-oculaire associé aux vols spatiaux. C'est l'un des nombreux effets pour lesquels la recherche continue. Des équipes françaises, notamment au sein de l'Institut de médecine et de physiologie spatiale à Toulouse, travaillent depuis des années sur ces questions, en partenariat avec les agences spatiales internationales. Pour une mission de 3 semaines, les effets sont généralement réversibles, après retour sur Terre. Mais pour une mission lunaire qui pourrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois lors des futures missions Artemis, la question devient plus sérieuse. Comment garder des astronautes en bonne santé sur de longues durées? Comment gérer une urgence médicale quand il faut plusieurs jours pour revenir sur Terre? Comment former un équipage capable de faire face, seul, à des blessures ou des maladies? Ce sont des questions qui occupent les médecins spatiaux depuis des décennies et qui deviennent chaque fois plus pressantes à mesure que les missions s'éloignent et s'allongent. Le stress psychologique est également un facteur essentiel. Vivre dans un espace confiné avec les mêmes collègues pendant des semaines, voir sa famille uniquement à travers un écran, ne pas pouvoir s'échapper, ne serait-ce que quelques minutes, dans la nature environnante, tout cela pèse sur le moral. Les agences spatiales ont développé des protocoles sophistiqués pour aider les astronautes à gérer ce stress, incluant des séances régulières avec des psychologues au sol, des activités récréatives à bord et des communications personnelles fréquentes avec les proches. C'est un travail invisible, mais fondamental. Un équipage psychologiquement fragile est un équipage à risque, et aucune mission spatiale ne peut se permettre ce risque. Revenons à la surface lunaire elle-même, parce que c'est là, finalement, que tout l'effort converge. Le pôle sud lunaire est une région géologiquement fascinante. Il contient certains des plus anciens terrains du système solaire interne. Des cratères comme Shackleton, qui mesurent environ 20 km de diamètre, sont gelés dans le temps, préservés dans un silence et un froid absolu depuis plus de 4 milliards d'années. À l'intérieur de ces cratères, là où la lumière du Soleil n'est jamais parvenue, se trouvent des volatiles, c'est-à-dire des molécules comme l'eau, l'ammoniac, le méthane, qui se sont déposées au fil des âges et n'ont jamais pu s'évaporer. Ces réserves sont une découverte relativement récente. Jusqu'au début des années 2000, les scientifiques n'étaient pas sûrs que la Lune contenait de l'eau sous une forme exploitable. Des missions comme Lunar Reconnaissance Orbiteur de la NASA ou la mission indienne Chandrayaan ont progressivement confirmé la présence d'eau gelée dans ces zones ombragées en permanence. La quantité exacte reste incertaine, mais les estimations suggèrent qu'il pourrait y avoir des centaines de millions de tonnes d'eau piégées dans le régolithe lunaire près des pôles. Cette eau est absolument précieuse pour 2 raisons. Première raison, évidente, c'est de l'eau potable. Pour une base lunaire, avoir une source locale d'eau élimine le besoin d'en transporter depuis la Terre, ce qui coûterait une fortune. Transporter 1 litre d'eau jusqu'à la Lune coûte actuellement plusieurs dizaines de milliers de dollars. Produire 1 litre d'eau sur place à partir de glace lunaire est infiniment moins coûteux une fois que l'infrastructure est en place. Deuxième raison,
et c'est là que ça devient vraiment intéressant, l'eau peut être séparée par électrolyse en hydrogène et en oxygène. Deux gaz qui, combinés, forment l'un des carburants de fusée les plus efficaces connus. Une base lunaire avec accès à l'eau peut devenir une station-service spatiale. Cette perspective transforme radicalement l'économie de l'exploration spatiale. Aujourd'hui, tout le carburant nécessaire pour aller de la Terre à la Lune, puis de la Lune vers ailleurs, doit être transporté depuis la Terre. C'est énorme en termes de masse et ça multiplie les coûts. Mais si on peut produire du carburant sur la Lune, on peut envoyer beaucoup plus léger depuis la Terre, faire le plein sur la Lune, puis repartir vers des destinations plus lointaines avec des réserves confortables. Mars devient plus accessible. Les astéroïdes deviennent plus accessibles. Même des destinations dans le système solaire externe deviennent envisageables, à condition qu'on ait une station-service lunaire opérationnelle. Il est important de noter que la production de carburant sur la Lune n'est pas une opération triviale. Il faut d'abord extraire la glace du régolithe, ce qui nécessite des équipements spécialisés, capables de fonctionner dans des conditions cryogéniques extrêmes. Il faut ensuite purifier cette eau, ce qui demande de l'énergie. Il faut enfin procéder à l'électrolyse, puis liquéfier et stocker l'hydrogène et l'oxygène dans des conditions cryogéniques. Toute cette chaîne d'opérations doit être opérée dans un environnement hostile, avec une maintenance minimale. C'est un défi technique colossal qui va occuper les ingénieurs pendant des décennies. C'est précisément pour cette raison que les premières missions Artemis, au-delà d'Artemis 3, vont inclure des chargements significatifs d'équipements d'extraction et de traitement, des prototypes de petites usines d'extraction d'eau, des unités d'électrolyse de test, des systèmes de stockage expérimentaux. Chaque mission apportera une pièce de puzzle qui, progressivement, permettra de construire une infrastructure lunaire autosuffisante. Revenons un instant à la question des rovers lunaires, parce que Artemis va aussi introduire de nouvelles générations de véhicules pour se déplacer sur la surface. Les rovers d'Apollo étaient des machines relativement simples, conçues pour de courtes excursions. Les nouveaux rovers, développés en partenariat avec plusieurs entreprises privées, devront être beaucoup plus sophistiqués. Ils devront pouvoir fonctionner de manière autonome entre les missions habitées. Ils devront pouvoir transporter des charges utiles lourdes. Ils devront pouvoir opérer dans les environnements extrêmes du pôle sud lunaire, y compris à l'intérieur des cratères ombragés en permanence. La NASA a annoncé un programme de rover commercial qui permettra à plusieurs entreprises de développer en parallèle différents concepts. Parmi les concurrents, on trouve des acteurs américains, évidemment, mais aussi des partenaires internationaux. Le Japon, via son agence spatiale JAXA, travaille sur un rover pressurisé de grande taille, une sorte de camping-car lunaire dans lequel des astronautes pourraient vivre pendant plusieurs jours loin de la base principale. C'est un projet ambitieux qui rappelle les véhicules d'exploration polaire que certains pays utilisent en Antarctique pour mener des recherches sur de vastes distances. L'Europe, de son côté, étudie également plusieurs concepts de contribution aux rovers lunaires. Des laboratoires français et allemands ont travaillé sur des systèmes de navigation autonomes, sur des bras robotisés pour manipuler des échantillons, sur des instruments scientifiques qui pourraient être embarqués. Ces contributions, une fois intégrées, ajouteront encore à la dimension internationale du programme. Parlons maintenant de la chaîne logistique qui sous-tend tout cela, parce qu'elle est fascinante dans son ampleur.
Pour chaque mission Artemis, il faut des milliers de fournisseurs répartis sur plusieurs continents. Des composants électroniques fabriqués en Asie, des matériaux composites fabriqués en Europe, des systèmes de propulsion développés aux États-Unis, des logiciels écrits dans des studios distribués dans le monde entier. Chaque petit boulon, chaque câble, chaque ligne de code doit être certifié pour le vol spatial, tracé, documenté, testé et retesté. Cette exigence de qualité est l'une des raisons pour lesquelles le spatial coûte si cher. Un composant qui, sur Terre, coûte quelques euros, peut coûter plusieurs centaines ou milliers d'euros une fois qu'il a été qualifié pour l'espace. Non pas parce que le matériau est différent, mais parce que tout le processus de traçabilité, de validation, de documentation multiplie le coût. Un boulon spatial n'est pas juste un boulon. C'est un boulon accompagné de son historique complet, de ses tests de fatigue, de son analyse métallurgique, de sa courbe de résistance dans différents environnements. C'est une philosophie de la qualité absolue, qui a des coûts, mais qui permet aux systèmes spatiaux de fonctionner dans des conditions où toute défaillance peut être catastrophique. Cette chaîne logistique emploie directement des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Aux États-Unis, le programme Artemis soutient des emplois dans presque tous les États. En France, les contributions européennes à Orion et à Gateway soutiennent également des emplois dans les bureaux d'études, dans les usines d'intégration, dans les laboratoires de tests. L'industrie spatiale française, avec des acteurs comme Airbus Defence and Space à Toulouse, Thales Alenia Space à Cannes, Ariane Group au Mureau, génère une valeur économique considérable et maintient des compétences technologiques stratégiques. Cette dimension économique ne doit jamais être oubliée quand on parle de programmes spatiaux. Au-delà des images spectaculaires et des discours inspirants, un programme comme Artemis génère des retombées directes et indirectes pour les économies qui y participent. Les technologies développées pour le spatial finissent souvent par trouver des applications dans la vie courante, dans les transports, dans la santé, dans les communications, dans l'énergie. Le GPS, par exemple, est né des besoins militaires et spatiaux, et il est aujourd'hui utilisé chaque jour par des milliards de personnes dans le monde pour s'orienter dans leurs déplacements les plus ordinaires. Il y a aussi les contributions scientifiques fondamentales. Chaque mission spatiale apporte de nouvelles données, de nouvelles compréhensions, de nouveaux instruments. Les connaissances acquises dans le cadre d'Artemis vont enrichir des disciplines aussi variées que la géologie, la physique, la biologie, la médecine, l'ingénierie des matériaux. Des chercheurs français, italiens, allemands, japonais, américains, canadiens travailleront ensemble sur les mêmes données, chacun apportant sa perspective culturelle et sa tradition scientifique. Cette collaboration intellectuelle est peut-être l'un des plus beaux aspects du spatial moderne. Revenons maintenant à la dimension temporelle. Le programme Artemis est un marathon, pas un sprint. Nous parlons d'une présence lunaire qui pourrait s'étendre sur des décennies. Des missions Artemis 3 en 2027 à Artemis 4 en 2028, puis des missions plus ambitieuses encore dans les années 30. Vers 2035, l'objectif est d'avoir une base lunaire permanente. Pas une station aussi grande que l'ISS, mais quelque chose qui permette à des équipages de vivre et de travailler sur la Lune pendant des mois entiers. Avec des rotations régulières,
comme sur l'ISS aujourd'hui. Au-delà de 2035, les perspectives deviennent plus spéculatives, mais elles n'en sont pas moins passionnantes. Des bases lunaires plus grandes, des télescopes sur la face cachée, des expériences scientifiques de longue durée, une économie lunaire qui commence à générer des revenus propres. Et derrière tout cela, l'objectif ultime avoué de la NASA et de SpaceX, qui est d'utiliser la Lune comme tremplin vers Mars. Parce que si on peut opérer une base sur la Lune, on peut raisonnablement envisager d'opérer une base sur Mars. Si on peut produire du carburant sur la Lune, on peut raisonnablement envisager d'en produire sur Mars. La Lune devient une étape d'apprentissage, un terrain d'entraînement, pour des voyages beaucoup plus ambitieux. Bien entendu, cette vision est encore loin. Mars, c'est un monde d'ambition qui dépasse largement Artémis. Et il y a des débats légitimes sur l'opportunité d'aller si loin si tôt, sur la priorité à donner à la Lune versus Mars, sur les coûts et les risques de chaque approche. Mais la direction est claire. L'humanité s'engage dans une exploration spatiale de plus en plus ambitieuse. Et la Lune est la première étape concrète de cette expansion. Il est intéressant de replacer tout cela dans une perspective historique. Il y a environ 65 ans, les premières fusées sortaient de l'atmosphère terrestre. Il y a environ 55 ans, le premier humain marchait sur la Lune. Il y a environ 40 ans, la première navette spatiale volait. Il y a environ 25 ans, l'ISS a commencé à être assemblée. Et aujourd'hui, nous préparons le retour sur la Lune, cette fois pour de bon. Chaque étape de cette histoire a représenté un saut technologique et conceptuel majeur. Et chaque étape a été le fruit d'un travail collectif, d'une patience, d'un financement soutenu. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est la démocratisation relative de l'accès à l'espace. Au début, seuls les États-Unis et l'Union soviétique avaient les moyens d'envoyer des humains dans l'espace. Puis la Chine les a rejoints. Puis les agences européennes, japonaises, canadiennes, en tant que partenaires. Puis les entreprises privées, SpaceX en tête, suivies par Blue Origin, Rocket Lab et bien d'autres. Aujourd'hui, envoyer un satellite en orbite est une opération relativement routinière. Envoyer un humain dans l'espace reste exceptionnel, mais c'est possible pour un nombre croissant d'acteurs. Cette démocratisation a des conséquences profondes. Elle accélère le rythme de l'innovation, parce que plus d'acteurs signifie plus d'idées, plus de concurrence, plus de solutions testées en parallèle. Elle diminue les coûts parce que la concurrence pousse à l'efficacité. Mais elle crée aussi de nouveaux défis. Des défis réglementaires, avec des agences comme la FCC américaine ou l'ARCEP française qui doivent gérer un trafic spatial de plus en plus dense. Des défis environnementaux, avec la prolifération des débris orbitaux qui menacent la durabilité à long terme des activités spatiales. Des défis éthiques sur les utilisations acceptables et inacceptables de l'espace. Le programme Artemis s'inscrit dans ce contexte plus large. Ce n'est pas juste un retour sur la Lune. C'est une affirmation que l'exploration spatiale humaine continue, qu'elle s'élargit, qu'elle se complexifie. Et cette affirmation a une valeur politique, économique, culturelle, qui dépasse largement la simple dimension technique de la mission. C'est une manière pour l'humanité de dire qu'elle reste curieuse, ambitieuse, tournée vers l'inconnu. Pour ceux qui, en France et dans le monde, suivent passionnément ces développements, les prochaines années vont être exceptionnelles. Les lancements, les tests, les annonces, les découvertes
vont se succéder à un rythme soutenu. Chaque mois apportera de nouvelles informations, de nouvelles images, de nouveaux progrès. Il y aura aussi des échecs, c'est inévitable. Des explosions, des retards, des ajustements de plans. Mais globalement, la trajectoire est ascendante. Le retour sur la Lune, cette fois, est réel. Il est en train de se construire, pièce par pièce, jour après jour, dans les usines, les laboratoires, les salles de contrôle à travers le monde. Il reste un sujet qu'il serait négligent de ne pas aborder, celui de l'énergie sur la Lune. Parce que sans énergie, aucune base n'est viable. Et sur la Lune, l'énergie pose des problèmes particuliers. Une nuit lunaire dure l'équivalent de 14 jours terrestres. 14 jours. Pendant cette période, il fait un froid absolu, proche des moins 200 degrés Celsius dans les zones non éclairées. Les panneaux solaires, même les plus performants, ne produisent évidemment rien pendant cette durée. Il faut donc soit stocker suffisamment d'énergie pour tenir, soit trouver une source d'énergie alternative. Pour les premières missions, la stratégie consiste à privilégier des sites où la nuit est plus courte ou même inexistante. Le pôle sud lunaire offre ce type de zone particulière. Certains sommets, sur les bords de cratères, reçoivent la lumière du Soleil presque continuellement. On les appelle des pics d'éternelle lumière. Des endroits incroyables où le Soleil tourne autour de l'horizon sans jamais se coucher complètement. Placer une base ou des panneaux solaires sur ces pics permet de disposer d'une production électrique continue, avec des interruptions seulement brèves. Mais pour des bases plus vastes, pour une véritable exploitation de la surface lunaire, les panneaux solaires ne suffiront pas. La NASA et plusieurs agences travaillent donc sur des réacteurs nucléaires de surface. Des petits réacteurs, compacts, capables de produire quelques dizaines de kilowatts de manière fiable pendant plusieurs années. La technologie est connue, elle a été utilisée sur des sondes comme Curiosity ou Perseverance sur Mars, mais à une échelle beaucoup plus modeste. Pour une base lunaire, il faudra des réacteurs plus puissants. Le défi technique, combiné au défi politique et réglementaire du nucléaire spatial, rend ce développement complexe. L'Europe, via le CEA et d'autres institutions, possède une expertise précieuse sur les petits réacteurs et pourrait contribuer à ces développements. Des projets de recherche sont en cours, même s'ils ne sont pas aussi visibles que les grandes missions habitées. Mais c'est le genre de contribution silencieuse qui, au final, pourrait faire la différence entre une base lunaire viable et une base lunaire qui doit constamment être ravitaillée depuis la Terre en carburant et en batterie. Parlons maintenant de la formation des équipes au sol, parce qu'on se concentre beaucoup sur les astronautes. Mais derrière chaque astronaute, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui contribuent au succès de la mission. Les contrôleurs de vol à Houston, qui surveillent les paramètres vitaux de la mission en temps réel. Les équipes de trajectoire, qui calculent chaque manœuvre avec une précision extrême. Les spécialistes des systèmes, qui connaissent chaque sous-système par cœur et peuvent diagnostiquer un problème en quelques secondes à partir de signaux subtils. Les médecins de vol, qui veillent sur la santé de l'équipage à chaque instant. Ces équipes s'entraînent ensemble pendant des années avant une mission. Elles passent par des simulations qui reproduisent toutes les phases du vol, y compris les phases les plus extrêmes, avec des pannes simulées, des urgences injectées par les instructeurs pour tester leur réactivité. La culture des centres de contrôle est une culture du détail, de la précision.
de la communication parfaite. Chaque mot prononcé est calibré. Chaque procédure est documentée à la virgule près. Cette culture est le fruit de décennies d'expérience accumulées depuis Mercury, Gemini, Apollo, puis la navette, puis la station spatiale. L'Europe a aussi ses propres centres de contrôle, notamment le centre ESOC de l'ESA à Darmstadt, en Allemagne, et des sites français comme le Centre spatial guyanais à Kourou, où les lancements d'Ariane sont gérés, ou comme le Toulouse Space Center, géré par le CNES, qui suit les satellites européens. La culture française du contrôle de mission s'est construite sur les succès d'Ariane, avec une réputation d'excellence et de fiabilité qui est reconnue à l'international. Les contrôleurs français qui participent aux opérations de Gateway apporteront cette culture, cette rigueur, cet professionnalisme à la plus grande aventure spatiale de notre époque. Un autre aspect souvent sous-estimé est la gestion de la communication avec le public, parce que les programmes spatiaux ne peuvent pas se maintenir sur le long terme sans un soutien populaire. Et ce soutien se construit, se nourrit, s'entretient. La NASA a une longue tradition de communication transparente avec des retransmissions en direct, des comptes rendus détaillés, des images et des vidéos mises à disposition du public. L'Europe, via l'ESA et le CNES, a développé sa propre culture de communication, adaptée aux sensibilités européennes. Chaque lancement, chaque jalon, est une opportunité de partager avec le grand public ce que fait l'exploration spatiale. Pour Artemis, cette communication sera plus importante que jamais, parce que les missions durent longtemps. Les résultats ne sont pas immédiats. Les décennies d'investissement doivent trouver une résonance auprès des citoyens qui sont ultimement ceux qui paient, à travers leurs impôts, une grande partie de ces programmes. Les journalistes spécialisés, les vulgarisateurs, les créateurs de contenu jouent un rôle crucial dans cette médiation. Ils traduisent la complexité technique en récits accessibles. Ils contextualisent les événements. Ils maintiennent l'attention du public sur un horizon temporel long. Le rôle des médias français dans ce processus est significatif. Des publications scientifiques de qualité, des émissions de vulgarisation qui ont marqué plusieurs générations, des universitaires qui prennent le temps d'expliquer ce qui se passe, tout cela contribue à maintenir une culture scientifique forte en France. Cette culture est un atout précieux qui explique en partie pourquoi la France reste une puissance spatiale reconnue, malgré un budget bien inférieur à celui des États-Unis ou de la Chine. Pour terminer, il faut revenir sur ce que nous savons avec certitude et ce qui reste encore incertain. Nous savons que SLS est prêt et fonctionne. Nous savons qu'Orion est prêt et fonctionne. Nous savons que les combinaisons d'Axiom Space progressent. Nous savons que la NASA a un plan clair pour Artemis 3 en orbite terrestre. Ce qui reste incertain, c'est la disponibilité des atterrisseurs en 2027. Les calendriers de SpaceX et de Blue Origin ont tous les deux connu des glissements. Il est parfaitement possible qu'Artemis 3 soit retardé, pas par la faute de la NASA, mais à cause des partenaires industriels. Si cela se produit, l'agence devra prendre des décisions difficiles. Attendre? Basculer entièrement sur un seul atterrisseur? Repenser le scénario? Tout est sur la table. Mais quelle que soit la solution adoptée, le programme continuera d'avancer. Parce que l'enjeu stratégique est trop important pour laisser les retards techniques anéantir l'élan politique. Le Congrès américain, sous différentes administrations,
a maintenu un soutien bipartisan à Artemis, ce qui est rare pour un programme de cette ampleur et de cette durée. Cette continuité politique, combinée à la montée en puissance des acteurs privés, combinée à la pression concurrentielle chinoise, crée les conditions pour un programme spatial qui devrait survivre au changement de président et de majorité. C'est une différence fondamentale avec Apollo, qui a été victime de ses propres succès politiques. Une fois la course gagnée, il n'y avait plus de raison politique de continuer. Aujourd'hui, la raison politique est différente. Ce n'est plus une course courte vers un symbole. C'est une stratégie longue vers une présence durable. Alors, quand vous regarderez Artemis 3 décoller dans 2 ans, souvenez-vous que vous assistez à bien plus qu'à un vol spatial. Vous assistez à la première étape concrète d'un retour durable de l'humanité sur la Lune. Vous assistez à l'aboutissement de décennies de travail, de planification, de négociations industrielles, de décisions politiques. Et vous assistez aussi au début de quelque chose. Le début d'une ère où la Lune n'est plus un objectif lointain, mais une destination régulière, atteignable, exploitable, dans le meilleur sens du terme. Les prochaines années vont être riches en événements. Le test de Starship version 3 en mai 2026. Le test de Blue Moon Mark 1 en mai également. Les multiples tests de ravitaillement orbital. L'assemblage continu des composants SLS et Orion. La sélection finale de l'équipage d'Artemis 3. L'installation progressive des premiers modules de Gateway. Les avancées parallèles de la Chine. Chaque événement sera un indice, une donnée supplémentaire pour comprendre où en est vraiment la course et quelles seront les prochaines étapes réelles. Pour ceux d'entre nous qui suivent cette aventure avec passion, il y a de quoi se réjouir. Nous vivons une époque où l'exploration spatiale n'est plus réservée aux grandes puissances gouvernementales. Nous vivons une époque où l'innovation vient autant de jeunes entreprises audacieuses que d'agences établies. Nous vivons une époque où la Lune cesse d'être un souvenir pour redevenir un horizon. Et quel horizon! Un horizon vers lequel nous allons tous ensemble, avec nos différences, nos compétitions, nos coopérations, nos espoirs. La Lune attend. La NASA, SpaceX, Blue Origin, l'Agence spatiale européenne, la Chine, tous ces acteurs convergent vers elle dans les prochaines années. Les engins sont sur les pas de tir. Les équipages s'entraînent. Les ingénieurs résolvent les dernières difficultés techniques. Et quelque part, dans un bureau de Houston, de Hawthorne, de Kent, de Toulouse ou de Paris, des équipes réfléchissent déjà à ce qui viendra après Artemis. Après la Lune. Mars, peut-être. Les astéroïdes. Les lunes de Jupiter. Les systèmes lointains que nos enfants et nos petits-enfants pourront peut-être atteindre. C'est ainsi que progresse l'exploration humaine. Étape par étape. Mission par mission. Génération par génération. Et dans cette chaîne immense, Artemis 3 occupe une place modeste mais cruciale. Le moment où le retour sur la Lune cesse d'être une promesse pour devenir un chantier actif. Le moment où les pièces du puzzle commencent réellement à s'emboîter. Le moment où, malgré toutes les incertitudes, malgré tous les retards possibles, malgré toutes les questions encore sans réponse, nous pouvons dire que le retour est en marche et que cette fois, nous allons y rester.